Le président Volodymyr Zelensky a adressé un message à ses compatriotes. Écoutez. Après 6 mois à lutter contre ceux qui veulent nous détruire, nous restons le peuple libre d'une Ukraine indépendante. Et c'est une vérité qui le restera dans le futur. Le peuple libre de l'Ukraine indépendante. Il y a 6 mois, la Russie nous a déclaré la guerre. Le 24 février, l'Ukraine tout entière a entendu des explosions et des tirs. Et aujourd'hui, le 24 août, nous ne pouvons pas supposer entendre les mots joyeuses fêtes de l'indépendance. Le 24 février, on nous disait que nous n'avions aucune chance. Pendant ces 6 mois, nous avons changé l'histoire, nous avons changé le monde et nous avons changé nous-mêmes. Alors, on se demande évidemment comment tout cela se passe, parce qu'on craignait qu'il y ait de fortes attaques des Russes, particulièrement sanglantes, nous avait prévenu Volodymyr Zelensky. Pour l'heure, ça n'est pas encore le cas. Je voudrais qu'on aille faire un tour à Kiev pour retrouver Thomas Misraki. On imagine évidemment que les célébrations sont plus ou moins à minima autour de vous, puisqu'on le disait, tous les services de renseignement occidentaux, Thomas, avaient alerté sur de possibles actions des Russes. Comment ça se passe à Kiev au moment où l'on se parle ? Malgré les mises en garde de Volodymyr Zelensky, malgré les alertes et les mises en garde des services américains, je vais demander à Charlotte Lefetté de vous montrer ce qui est en train de se passer ici à Kiev en direct. Ils sont des milliers sur cette artère de la ville. C'est l'une des principales de la capitale ukrainienne, à se promener, à être venus regarder ces blindés, ces chars russes. Vous le voyez, pratiquement tous détruits à quelques mètres, quelques dizaines de mètres seulement de la place Maïdan, pour se rendre compte, une fois encore, et si cela était nécessaire, de la violence de la guerre. Ici, on a décidé de faire front, on a décidé de rester. Une Ukrainienne à qui je parlais il y a quelques instants me dit c'est important que vous montriez ça au monde entier, c'est important que les gens comprennent que ce qui est en train de se dérouler chez nous pourrait se dérouler après ailleurs, peut-être en Pologne, peut-être dans le reste de l'Europe. Il faut que cette guerre s'arrête, il faut que la Russie la perde. Un soldat à qui nous parlions ce matin avec Charlotte Lefetté me disait quand je vois ces chars partiellement détruits, cela me donne confiance dans la victoire de l'Ukraine. C'est dans cette atmosphère que se déroule cette fête nationale ukrainienne ici à Kiev. Attention, Kiev, pour l'instant, n'a pas été touché aujourd'hui, comme le craignait Volodymyr Zelensky, mais sur la totalité du front, que ce soit au nord, à l'est ou au sud, les combats ont fait rage toute la journée, quasiment sans interruption. J'imagine, Thomas, compte tenu de ce que vous venez de nous dire, que les Ukrainiens que vous croisez, ceux qui sont à Kiev, évidemment, gardent le moral. Oui, et c'est à la fois paradoxal et impressionnant. Paradoxal parce que la situation est loin d'être gagnée pour les Ukrainiens dans cette guerre, et impressionnant parce que ces Ukrainiens, ils n'en ont pas fini avec cette guerre. Eux ont bien l'intention non seulement de la gagner, mais de reprendre les territoires perdus. C'est ce qu'ils nous disent tous, que ce soit le Donbass ou même la Crimée. Une jeune femme avec qui nous parlions hier soir avec Charlotte Lefetté a répondu de la manière suivante à la question que je lui ai posée, qui était est-ce que vous n'avez pas peur demain que les Russes vous attaquent, qu'il y ait une attaque massive, que le pire se produise. Et elle m'a répondu tout simplement, qu'est-ce que vous voulez qu'il se produise de pire que ce qui est arrivé depuis le 24 février dernier. Je trouve que ça résume assez bien l'état d'esprit des Ukrainiens ici. Bien sûr qu'il y a de la peur, bien sûr qu'il y a de l'inquiétude, mais il y a aussi une sorte de résilience absolument incroyable. J'aimerais vous montrer quelque chose très rapidement, si vous me laissez une minute supplémentaire. Ce sont ces petits drapeaux qui sont plantés ici. Ces drapeaux, ils symbolisent toutes les victimes de cette guerre depuis l'invasion du 24 février, les civils, mais aussi les militaires. Il y a ce livre ici dans lequel on peut laisser des témoignages. C'est assez émouvant. Alors, il y a beaucoup de témoignages en ukrainien, mais il y a aussi des témoignages en anglais. Il y a aussi des messages pour le monde. Continuez à nous aider, ne nous oubliez pas surtout. Et puis, pour les Ukrainiens qui sont là, un dernier message. Celui-ci vient de l'armée. Si vous voulez vous engager encore davantage pour aider votre pays, eh bien, c'est 1 200 $ par mois pour devenir un soldat et se battre contre la Russie. Thomas Misraki avec Charlotte Lefetté, merci à eux deux. Je précise également que, puisqu'on parle de Kiev, que Boris Johnson est arrivé à Kiev tout à l'heure. On l'a appris au cours de cette émission. 3e visite donc pour le Premier ministre britannique aux côtés de Volodymyr Zelensky. On est allé tendre, enfin surtout Thomas et Charlotte sont allés tendre leur micro. Voilà l'image de Boris Johnson qui arrive et qui salue le président ukrainien. Thomas et Charlotte sont donc allés tendre leur micro aux Ukrainiens croisés donc dans la rue, notamment à Kiev, sur ce sentiment justement, sur cette résilience dont parlait Thomas à l'instant, et cette fierté aussi, dans le bon sens du terme, qui anime ce peuple ukrainien. Écoutez. 6 месяцев
каждой семье нарушился покой и жизнь. Сколько разрушений, сколько погибших. Как мы можем относиться? Моя думка така, що він не зупиниться на Україні. Якщо, не дай Боже, він захопить Україну, він піде далі. Ну, це терорист, це вбивця. Я відчуваю насправді, що після того, що я побачив зараз на Майдані, то я скажу щиро, що Україна – це найкраща країна, яка може бути взагалі в світі. І я пишаюся тим, що я насправді є українцем. Joséphine Saron, ils sont fiers, ils sont courageux, ils sont résilients, on l'a beaucoup dit, ils sont aussi très lucides, ces Ukrainiens. Ils sont lucides et ce qui est intéressant, si on refait le film des 6 derniers mois, c'est que depuis le début, les Ukrainiens nous disent on ne va pas lâcher, on va tenir, vous devez nous aider, mais en tout cas, ayez confiance, Oui. nous ne lâcherons rien. Bah, c'est le cas. C'est-à-dire que 6 mois après, on en est toujours là, on en est toujours à être témoin de cette extrême résilience et force de conviction qui est aussi, on va dire, encouragée par les dernières évolutions sur le terrain, qui montrent qu'il y a une forme d'enlisement, que l'armement occidental est arrivé, en tout cas une bonne partie, et que si ça ne permet pas à l'armée ukrainienne de gagner ou de reprendre du terrain, au moins ça lui permet de ne pas trop en perdre ou pas au rythme auquel elle en perdait dans les premières semaines. D'ailleurs, on va faire un point avec Nivine Potros tout à l'heure, parce qu'elle a repris les cartes du 24 février, et puis petit à petit, elle a fait l'évolution justement en cartes, et on va voir qu'effectivement, c'est assez frappant d'ailleurs quand on superpose les cartes. On va en parler dans une seconde, on va simplement aller du côté d'Odessa, puisque nous étions à Kiev, où manifestement pour le moment tout se passe bien, de ce que nous dit Thomas Misraki. Est-ce que c'est la même chose du côté d'Odessa, Claire Cambier? Alors Odessa, on est dans le sud, c'est une ville qui n'a jamais été prise par les Russes, mais la mer Noire, on le sait, est contrôlée. Même question qu'à Thomas, comment se déroule cette journée de commémoration, cette journée d'anniversaire, Claire? On sent quand même une tension, puisque les habitants ici se disent que les Russes pourraient être tentés de gâcher cette fête. Normalement, pour cette fête de l'indépendance, eh bien, il y a de grandes célébrations dans tout le pays. L'année dernière, pour les 30 ans, il y avait pas moins de 3 défilés militaires à Kiev, bien sûr, mais aussi à Dnipro. Et ici, à Odessa, on pouvait voir notamment des navires de la marine nationale. Cette année, bien sûr, il n'en sera rien. On demande aux habitants d'être prudents, de rester chez eux, de ne pas sortir, même de privilégier le télétravail. Alors vous le voyez autour de moi, ce n'est pas vraiment respecté. Odessa est tout de même loin du front, c'est un peu plus calme. Mais dans d'autres villes, par exemple à Kharkiv, par exemple, un couvre-feu total a été instauré depuis hier soir et il ne prendra fin que demain matin. Alors ce qu'on sent quand même ici, c'est qu'au-delà des frappes, ce que l'on craint aujourd'hui, c'est la tenue d'un procès contre les soldats d'Azov qui ont été faits prisonniers lors de la prise d'Azovstal. On voit sur les réseaux sociaux tourner de nombreuses photos qui montrent à l'intérieur de la salle philharmonique de Mariupol des cages en fer qui ont été installées sur la scène. C'est là que pourrait avoir lieu le procès. Alors depuis quelques jours, on a vu à Kriveri des manifestations en soutien à ces soldats. On a vu également des femmes de soldats parler dans les médias pour essayer de faire bouger les choses. Et le président Zelensky lui-même a dit que si ce procès avait bien lieu, s'il se tenait aujourd'hui, eh bien ce serait une ligne rouge de franchie et il refuserait alors toute discussion avec la Russie. Merci beaucoup Claire Cambier. Adrien Acco pour les images depuis Odessa. Alors pour le moment, pas de nouvelles de ce procès, même si on en a vu et ces images avaient été mises en scène, notamment par les médias russes en début de semaine. Général Yakovlev, de votre point de vue, du point de vue, plutôt, de Vladimir Poutine, s'il veut réussir, entre guillemets, cette journée du 24 août, il doit frapper un grand coup quelque part? Il doit se passer quelque chose aujourd'hui? Alors oui, et je suis comme lui, je manque d'imagination. Quand on a sorti toute la palette des horreurs et des monstruosités, je crois qu'aujourd'hui, il est un peu à court. Il est à court de missiles. Et puis, tout bêtement, il est à court d'horreur et de monstruosité. Voilà, plus d'imagination. Oui. J'en suis pas certain, si vous voulez, parce qu'ils sont entrés dans une politique de communication à leur tour, même si elle est un peu défaillante. De toute façon, ils terrorisent depuis 6 mois. Ils ont terrorisé hier, ils vont continuer à terroriser demain. Et peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a rien eu, mais que cette nuit, ils vont bombarder quelque part. Donc, il faut s'attendre à un bombardement. Ils vont continuer dans cette logique de la terreur. Et je crois qu'il ne faut pas se méprendre. Il ne fallait pas attendre quelque chose d'extraordinaire ce jour-là. Mais ça va venir ce soir, demain, et ça va continuer. Et la guerre est appelée à continuer, effectivement.
Oui, puis il ne faut pas oublier aussi qu'on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, le 9 mai dernier, lors du jour de la victoire, on avait aussi beaucoup spéculé sur une pseudo-attaque grandiloquente de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine pour marquer ce jour de la victoire. On se demandait même s'il n'allait pas déclarer la guerre. Voilà, ça n'a pas eu lieu. Et finalement, aujourd'hui, même si, comme vous l'avez dit, il peut y avoir de nouvelles attaques, il peut y avoir de nouveaux bombardements, on n'aura probablement pas quelque chose d'aussi symbolique qu'on pourrait l'avoir, d'autant que le président Zelensky a bien fait savoir ces derniers jours que l'Ukraine était préparée, était prête. Voilà, il y a aussi tout un dialogue, toute une communication autour de cette journée du 24 août qui permet de stabiliser la situation. C'est vrai que c'est impressionnant quand on voit dans les rues de Kiev ce que nous montrait Thomas Misraki tout à l'heure, les chars russes abîmés, on les voit avec les drapeaux, il y a des pieds de nez quand même ouvertement qui sont faits à Vladimir Poutine, et il doit se rendre compte, Vladimir Poutine, qu'au bout de 6 mois, il n'a pas réussi à entamer le moral des Ukrainiens, quoi. Ah non, les chars russes sont bien rentrés dans Kiev, mais voyez dans quel état. Oui, c'est ça. Et donc, effectivement, le moral des Ukrainiens, les interviews, j'allais dire le radio-trottoir, c'est pas tout à fait ça. Micro-trottoir. Au milieu, micro-trottoir au milieu de l'avenue, mais on sent le moral des Ukrainiens. Mais s'agissant des horreurs potentielles qui peuvent être commises le 24 août, donc effectivement, des bombardements sont encore possibles, mais vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a ce procès d'un certain nombre de soldats de Mariupol. Comme c'est un faux procès, il peut être extrêmement rapide, extrêmement expéditif. Et s'ils doivent être, si c'est condamné d'avance, doivent être exécutés de manière particulièrement cruelle, ça peut se faire dans la soirée. Oui, c'est ça, c'est tout à fait possible, effectivement. Et on a vu qu'ils étaient prêts à le faire.